Paul Touvier, il était le chef de la milice à Lyon pendant la Deuxième Guerre mondiale, symbole absolu de ce que fut la collaboration avec l'occupant nazi. Cet homme a arrêté, torturé et livré des Juifs et des résistants aux Allemands. Cet homme a fait exécuter un matin de juin 1944 7 Juifs à Rieux-la-Pape. Cet homme aurait dû être exécuté au lendemain de la Libération. Il n'a pas été. Il s'est caché avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'est caché pendant 44 ans, l'une des cavales les plus incroyables de l'histoire judiciaire. Jusqu'à ce qu'un jour, un journaliste, puis plus tard, un juge et un gendarme décident que Paul Touvier devait être arrêté et jugé. Chambéry. On est au printemps 72. Le journaliste de l'Express, Jacques de Rogy, rôde autour d'une maison sur les hauteurs de la ville. Après des semaines d'enquête, il tient enfin son scoop. Il a retrouvé un ancien criminel de guerre, ici, derrière ces grilles. Un homme qui a échappé à la justice et qui vit caché depuis 25 ans. Un certain Paul Touvier. Les volets s'ouvrent et apparaît vraiment la tête d'un ermite patibulaire en robe de chambre qui regarde à droite à gauche, qui ne doit pas comprendre ce qui se passe. Paul Touvier vient d'être rattrapé par son passé. Touvier, le bourreau de Lyon. Pendant la guerre, il était l'un des responsables de la milice, la police de Vichy. À la Libération, il avait été condamné à mort par contumace pour haute trahison. Et surtout, ce que révèle le magazine L'Express, c'est que Paul Touvier vient d'être gracié en catimini par le président de la République, Georges Pompidou. L'ancien collaborateur coule désormais des jours tranquilles dans sa villa familiale à Chambéry. Et ça ne passe pas. Et c'est ça qui va littéralement créer un scandale. Il va y avoir des manifestations de résistants, il va y avoir des interpellations au Parlement, l'opposition va s'émouvoir. Nous avions en France aussi des salauds, et en particulier des personnages comme Touvier, miliciens, qui avaient trempé les mains, le bras dans le sang, dans des conditions absolument innommables. Les résistants ont lu l'Express et ils sont furieux. D'autant que Paul Touvier a disparu. Il n'habite plus sa maison de Chambéry. Il se doutait sans doute que certains anciens résistants voulaient lui faire la peau. Et il n'avait pas tort. Henri Revel, par exemple, un ancien de la résistance de Chambéry, dénoncé par la milice pendant la guerre. Je voulais certainement venger la milice, parce que c'est un milicien qui m'avait vendu la première fois que j'ai été arrêté par la Gestapo. Je voulais la voir, puis c'était tout, pour me venger. Je dis, tant pis si je vais en tôle, mais je veux la voir. C'est ça. Bobnan, lui aussi, est un ancien résistant. Il a été arrêté et torturé dans les locaux de la milice de Lyon, dont le chef était Paul Touvier. Bobnan, en juin 1972, quand, en lisant, je suppose, l'article de Jacques de Rogy dans l'Express, vous apprenez que Touvier a été gracié. Il a été gracié. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce que pour nous, les résistants, c'était quand même le chef. Oui, là, on se remet à le rechercher. Là, quand même, ça nous... C'est-à-dire tous les vieux copains se réunissent? Ouais, on se réunit, on se dit non d'une pipe quand même, mais on va pas... Si on pouvait essayer de le trouver et le coincer et savoir où il est, mais on n'avait pas suffisamment de renseignements. Mais alors le chercher pourquoi, après 72? Pour le tuer? Certains ont dit on veut lui faire la peau. Certains ont dit on veut lui faire la peau, oui, ça c'était... C'était votre avis aussi? Non, moi j'étais pas partisan de le... Je sais pas ce que j'aurais fait, j'en sais rien. C'est difficile à expliquer ce que vous ressentez à ce moment-là. Au moment où vous vous remettez à le chercher avec vos camarades, vous avez une arme sur vous ou pas? Non. Certains en ont? Certains en avaient, oui. Pas vous? Moi, j'en avais pas. Touvier, un nom inconnu du grand public jusque-là, devient le symbole de la collaboration et de l'impunité. La polémique enfle. Et donc, il y a une campagne d'opinion si vive que Pompidou se croit obligé, dans la conférence de presse quelques mois plus tard, c'est à l'automne, de se justifier. Est-il indiscret, Monsieur le Président, de vous demander les raisons qui ont motivé votre geste? Je vous remercie de votre question. Si vous ne l'aviez pas posée, je l'aurais soulevée. Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps
où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient. Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. À partir de l'automne 72, l'ancien collaborateur n'aura plus aucun répit. La traque du milicien Touvier commence. Et dans la presse, jour après jour, semaine après semaine, les Français apprennent qui est vraiment cet homme au cœur du scandale. Qui est ce criminel que le président Pompidou vient de gracier. Et les jeunes Français découvrent une page de leur histoire dont on ne leur parlait pas à l'école. Paul Touvier. Qui se cache derrière ce jeune homme blond, au regard bleu? Paul Touvier est né en 1915 et il a grandi à Chambéry. Il est le second d'une famille de 8 enfants, une famille ultra-catholique, ultra-nationaliste. Son père vénère le maréchal Pétain, le héros de Verdun, pendant la Première Guerre. Pour la famille Touvier, c'est la divine surprise. C'est l'homme qui va redresser la France. Et redresser la France pour eux, ça veut dire très clairement chasser les Juifs, chasser les francs-maçons, en finir avec la République et revenir, refaire de la France la fille aînée de l'Église. C'est un peu le programme de la famille Touvier. Les débuts professionnels du jeune Touvier sont sans éclat. C'est un petit rond de cuir, falot et sans avenir qui travaille dans les bureaux de la SNCF, à Chambéry. Sa voie, il va la trouver pendant la collaboration avec l'occupant nazi. Dès 1941, il adhère au groupe paramilitaire du régime de Pétain. En 1943, il entre à la milice, la police de Vichy. Et très vite, il prend du galon. Et à Lyon, Paul Touvier dirige donc le 2e service, l'équivalent du 2e bureau, service de renseignement de la milice, pour 10 départements. C'est-à-dire toute la zone Rhône-Alpes dépend de Paul Touvier. Les locaux des renseignements de la milice sont installés impasse Catelin, dans une ancienne école. Spécialité, chasse aux juifs et aux résistants, réquisition, arrestation, interrogatoire musclé. À l'étage, la salle des tortures. Au rez-de-chaussée, le bureau de Paul Touvier, c'est ici que le chef Paul donne ses ordres. En 1942, Beaumenant a plastiqué les bureaux de la milice de Chambéry. Il est arrêté sous une fausse identité le 17 septembre 1943 par le milicien Gonnet, le bras droit de Touvier, qui ne sait pas qu'il est l'un des chefs de la résistance, jusqu'au jour où il croise Touvier qui, lui, le connaît depuis l'enfance. Donc il vous connaissait et il savait que vous étiez un résistant. Et il savait que j'étais un résistant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça change votre... Ben, vous pensez, à ce moment-là, il s'adresse à Gonnet, parce qu'il y avait Gonnet qui me tenait par le bras, il s'adresse à Gonnet, il dit « Enfin, vous le tenez, ce salopard, bravo !» Alors Gonnet le regarde, il dit « Pourquoi tu le connais ?» Eh ben, il dit « Oui, c'est Beaumenant. C'est celui qu'on recherche depuis 1 an. » Alors, naturellement, là, que les interrogatoires ont changé de note. C'est-à-dire? C'était la même. Bon, ben là, j'ai eu plusieurs sortes de tortures, entre autres les pieds nus sur le tranchant d'une pelle, la corde autour de la tête, les œufs bouillants sous les aisselles, les coups de cravache, et puis la partie de ping-pong sur les parties. C'est-à-dire avec 2 raquettes de ping-pong, il mettait le service 3 pieds sur le mur, entre et il tapait dessus comme ça, quoi. Heureusement pour moi, si vous voulez, ils ne savaient pas torturer, finalement. Ils ne savaient pas la technique. Ils étaient trop brutaux. Si bien que je tombais souvent dans les pommes. Je m'évanouissais. Mais c'est Touvier lui-même qui vous torturait? Non, jamais Touvier ne m'a touché. La seule torture que j'ai subie de Touvier, si vous voulez, c'est une torture morale. Il me dit, tes parents ont été tués, une de tes sœurs a été tuée, mais je ne sais pas laquelle, ainsi que ta fiancée. Ah bon? Ben... Il me dit, de toute façon, ça n'a pas d'importance, t'es fusillé demain matin à 5 heures. Alors j'ai autant vous dire la nuit que vous passez. En ayant perdu sa famille? En ayant perdu sa famille, en disant, bon, ben ça y est, c'est fini, je vais les rejoindre, on n'en parlera plus. Puis vous avez 20 ans. Vous n'avez pas envie de mourir.
Hein, par moment où accroché, je disais qu'est-ce que je pourrais faire pour leur échapper. Je cherchais n'importe quoi. Enfin, j'ai pas dormi de toute la nuit, bien sûr. Et effectivement, à 6 h du matin, 4 miliciens viennent me rechercher, m'emmènent dans la cour, dans le parc du château, m'attachent à un arbre et ils s'amènent une dizaine de miliciens en armes. Puis d'un seul coup, j'ai gueulé vive de Gaulle. Et après, il paraît que j'ai dit merde. Mais enfin, ça, je m'en souviens pas. Bon. Et à ce moment-là, il arrive un type en courant, en criant « Arrêtez, arrêtez !» Gonner a encore des questions à lui poser. Dans son uniforme de milicien, Paul Touvier découvre l'ivresse du pouvoir. Sous ses ordres, ces hommes pratiquent régulièrement le vol et l'extorsion de fonds. Ensuite, le butin est partagé. Touvier, un véritable seigneur de guerre. Il réquisitionne par exemple pour son usage personnel l'appartement d'un juif, M. Lehmann, dans lequel il logera sa maîtresse, une femme dont on dit par ailleurs qu'elle serait prostituée. Paul Touvier est un voyou. Paul Touvier est quelqu'un qui curieusement arrive à marier cette image qu'il se donne de bon catholique, très pratiquant, très pieux, très observant, avec une vie dans laquelle il vole les biens des juifs, il s'approprie des appartements qui évidemment ne lui appartiennent pas, il rackette des gens. 3 septembre 1944. Lyon est libéré. Le vent tourne. Il ne fait pas bon avoir été collaborateur. C'est le début de l'épuration. Le chef Paul disparaît dans la nature. En septembre 1945, la Cour de justice de Lyon le condamne à mort par contumace pour trahison. En mars 1947, il est à nouveau condamné à mort par la Cour de Chambéry, cette fois pour intelligence avec l'ennemi. Mais il ne sera pas exécuté. Il se cache. C'est le début de sa longue cavale, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, il tente d'obtenir sa réhabilitation. Dès le début des années 60, Touvier commence à faire des demandes de grâce, mais qui vont être refusées tant que De Gaulle est président. D'abord, Edmond Michelet, ministre de la Justice et ancien résistant, oppose très rapidement une fin de non-recevoir. Et on dit même qu'un jour, interrogé par Michelet, De Gaulle aurait dit « Touvier, 12 balles dans la peau ». Donc les choses étaient claires et nettes. Henri Rousseau, vous êtes historien, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi ce qui était impossible sous le général de Gaulle est soudain possible sous Pompidou? Il a connu la guerre, Pompidou. Oui, pas exactement de la même manière. Il n'a pas l'aura et le charisme héroïque du général de Gaulle. Il est dans une logique de réconciliation définitive. Il veut apurer les comptes de l'occupation. Et c'est ainsi qu'il va écouter avec bienveillance un dossier qui va lui être soumis à un moment de la grâce de Touvier. Alors il faudra expliquer de quelle grâce il s'agit, puisque le crime principal est prescrit. Enfin, il ne peut plus, la condamnation principale est prescrite. Il ne peut plus être condamné à mort. Alors là, c'est un petit détail qui peut paraître surprenant, mais un condamné à mort n'est pas simplement condamné à mort. Il est condamné aussi à d'autres peines. Il est condamné à la confiscation de ses biens. Il est condamné à la privation de ses droits. Ça peut faire sourire, mais c'est ainsi. Et il est condamné à l'interdiction de séjour sur le territoire, que ce soit national ou régional. Bon. Alors, ça fait sourire, sauf que dans le cas où la condamnation n'est pas exécutée, ce qui arrive quand même et ce qui est arrivé notamment souvent à l'épuration, les condamnations qu'on appelle accessoires restent. Et Touvier veut faire lever ces condamnations. C'est pour ça qu'il va mener une action. Et le président Pompidou va considérer que c'est une occasion qui lui est offerte de dire il faut mettre un terme à cette polémique, enfin polémique le mot est faible, à cette sorte de guerre civile qui court depuis l'occupation. Il commet là un geste qui est tout à fait à l'encontre, qui va exactement à l'encontre de ce que ressent et ce que peut accepter à ce moment-là l'opinion. Et en effet, à la parution de l'article de l'Express, les résistants qui l'avaient presque oublié lancent la traque. Un groupe, baptisé la Résistance continue, lui adresse une carte postale. « Nous avons décidé par 21 voix contre 2 de vous faire disparaître. Un groupe Action a été chargé de vous abattre avant le 31 décembre 72. » Mais rue des Charmettes, à Chambéry, la maison de Touvier est déjà vide. Il a pris peur et il a disparu. Sa maison familiale, abandonnée dans la précipitation, est incendiée par des manifestants en colère. D'anciens résistants retrouvent dans les décombres de la villa une étrange bande magnétique. Un témoignage
enregistré par Paul Touvier lui-même. Après avoir été pendant quelques mois seulement. L'enregistrement a été réalisé par Touvier dans le but de se disculper. Mais c'est exactement l'inverse qui va se passer. Sur la bande, pour la première fois, on a un aveu, à la fois de son grade et de son importance dans la milice, mais aussi de son implication dans l'affaire de Rieux-la-Pape. L'affaire de Rieux s'est passée le lendemain de la mort de Philippe Henriot. De Bourmont m'a dit on est obligé d'exécuter des otages. Vous voyez, j'ai accepté le chiffre de 30 otages. Il faut me choisir des prisonniers. Et mon rôle à moi a consisté à choisir 7 prisonniers. Voilà un aveu irréfutable. La bande enregistrée va donc se retourner contre lui. L'affaire de Rieux-la-Pape devient l'accusation numéro 1 contre Paul Touvier. Son crime. « 28 juin 1944. Ce jour-là, impasse Catelin, dans les locaux de la milice, c'est l'effervescence. Le porte-parole de Vichy, Philippe Henriot, vient d'être assassiné. En guise de représailles, les Allemands exigent des otages à abattre. La chasse aux Juifs commence. En fin d'après-midi, un groupe de miliciens se rend chez Émile Zézig, petit bonnetier juif de Sainte-Foy, en banlieue lyonnaise. Émile est un homme respecté, une figure du village. Les miliciens le giflent et le frappent devant sa femme Lucienne. Ils pillent son magasin. Puis ils font monter Émile dans une traction noire, direction les geôles de la milice. Là, il est enfermé dans un minuscule réduit avec d'autres hommes. Tout au long de la journée, la porte du KGB ne cesse de s'ouvrir et de se refermer pour accueillir de nouveaux prisonniers. Ils sont sous la surveillance du sinistre Gonnet, l'homme de main de Paul Touvier. Le soir venu, ils sont 11, parmi eux, Louis Goudard, résistant. La porte s'est ouverte en grand et dans l'encadrement de la porte a apparu Gonnet en uniforme de chef de centaine avec une liste à la main. Et, bon, évidemment, on se taisait. Gonnet appelle 7 hommes et les fait aligner contre le mur du couloir. 7 noms à consonance étrangère. Glaser, Benzimra, Zézig, Proc, Kriskowski, Schlussmann et un inconnu. Tous sont juifs. Et puis en dernier lieu, il m'a appelé. C'est là, à ce moment-là, que par une sorte de bravade, j'ai demandé, faut-il prendre ses affaires? Et Gonnet m'a dit, sur un nom dédaigneux, non, c'est pas la peine. Dans le couloir, Louis Goudard aperçoit soudain Paul Touvier qui s'approche. Aussitôt, il s'est dirigé vers Gonnet, qui était derrière moi, à quelques pas. Ils ont discuté, j'ai eu l'impression que Gonnet se faisait engueuler. Et aussitôt après, ce laps de temps, qui a duré peut-être 1 minute ou 2, Gonnet m'a saisi par l'épaule et m'a rejeté en cellule. Touvier voulait fusiller uniquement des Israélites. Oui. À 5 heures du matin, les voisins du cimetière de Rieux-la-Pape sont réveillés par une fusillade. Une heure plus tard, un policier français arrive sur les lieux. Par terre, devant le mur du cimetière, 7 corps exécutés à la mitraillette et achevés d'une balle dans la tête. Parmi eux, Émile Zézig, le bonnetier de Sainte-Foy. Et juste à côté, la signature du crime, un insigne de la milice. L'homme qui a fait ça, qui a fait exécuter ces 7 juifs, c'est donc Paul Touvier. Et grâce à la bande magnétique retrouvée dans sa maison incendiée, on a ses aveux. La suite est logique.
Le 9 novembre 1973, le fils de Léo Glaser, fusillé à Rieux-la-Pape, porte plainte contre Paul Touvier pour crime contre l'humanité. En France, c'est une grande première et très vite d'autres plaintes vont suivre, toutes déposées par des familles de victimes et des associations de résistants. Ce faisant, elle pose un épineux problème à la justice. Ces plaintes sont-elles recevables ou prescrites? Alors Dominique, les crimes qui ont valu à Touvier d'être condamné à mort par contumace en 1947 sont prescrits depuis 1967. Il a été gracié en 1971 par Pompidou. Est-ce que vraiment, en 1973, on peut comme ça l'inculper pour crime contre l'humanité? Oui, Christophe, parce que les crimes contre l'humanité sont des crimes imprescriptibles. Très rapidement, sur la notion de crime contre l'humanité, elle a été définie pour la première fois le 8 août 1945 dans les statuts du tribunal de Nuremberg qui jugeait les nazis. La définition du crime contre l'humanité est celle-ci. L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, etc., ou bien les persécutions pour des motifs raciaux ou religieux. Des motifs religieux, ça ne vous rappelle rien, Christophe? L'exécution des 7 juifs. Donc Paul Touvier, il a bien commis des crimes contre l'humanité, et ce sont bien des crimes imprescriptibles. Pour décider du sort judiciaire de Paul Touvier, la justice va mettre 6 longues années. Il faut attendre 1979 pour qu'une instruction soit ouverte. Et en 1981, un mandat d'arrêt est enfin lancé contre lui. La police judiciaire est chargée de le retrouver. Paul Touvier est vraisemblablement toujours en France. D'ailleurs, il vient de donner une interview au Quotidien de Paris. C'est le journaliste Dominique Jamet qui a réalisé cet entretien pendant l'été 80. Un rendez-vous encadré d'un luxe de précaution. Il y a des gens qui font le guet dans l'escalier pour vérifier que nous venons seuls, pour vérifier que nous n'avons pas été suivis, pour assurer sa sécurité. Et puis, on nous introduit, Jacques Chambaz, mon confrère du Quotidien de Paris, et moi-même, dans ce petit appartement où nous trouvons un homme dissimulé derrière des lunettes noires et coiffé d'une perruque. Il craignait, il vivait dans ce mythe des commandos, d'anciens résistants ou des commandos juifs ou du Mossad, je ne sais pas, qui allaient le retrouver et l'assassiner. Touvier se comporte déjà comme s'il était dans le box. Il tente de justifier ce qu'il a fait. À chaque entretien, comme dans cette interview clandestine donnée en 1975 à un journaliste d'FR3, même perruque, même discours. Rieux-la-Pape, c'est pas de sa faute. Moi, je n'ai pas ces morts sur la conscience, parce que je ne les ai pas ni tués, ni fait tuer, ni pensé. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire tuer quelqu'un, si vous voulez. Mais là, nous avons été contraints par les événements. J'ai essayé de sauver des gens, j'ai essayé de faire du bien. Je pourrais citer bien des gens, bien des résistants, bien des juifs que j'ai arrachés à la mort. J'ai plutôt joué un rôle apaisant, participé à des tortures, il n'en a jamais été question. Ça n'est pas mon genre, je suis un chrétien. Je n'ai jamais donné personne aux Allemands. C'est un problème qui s'est traité entre Français, sous la pression allemande, pour éviter le pire. Mais vous saviez qu'ils allaient être fusillés? Oui. Oui. J'avoue, je le savais. Mais comment fallait-il faire? 10 ans ont passé depuis l'article de l'Express, depuis que Touvier a disparu de sa maison de Chambéry. Henri Revel et ses amis du maquis savoyard espèrent toujours mettre la main dessus. Ils écument la région à sa recherche et mènent leur propre enquête. Touvier aurait été aperçu dans un petit village à Saint-Pierre-en-Chartreuse. Quelqu'un l'aurait également vu de l'autre côté du col, en Italie. Touvier aurait peut-être même trouvé refuge dans un couvent de bonnes sœurs à Challes-les-Eaux. Henri Revel se rend aussitôt sur place. Il a un contact pour pénétrer dans le bâtiment. Je suis rentré dans le couvent, là, par l'intermédiaire d'un collègue qui était... qui faisait les conduites d'eau pour les chauffages et tout. Les anciens de la Résistance ne plaisantent pas. Pour la visite, ils sont venus armés. J'avais sur moi toujours quelque chose. C'était pas gros, mais ça faisait quand même. C'était plus facile à planquer.
Sur place, Henri Revel se fait passer pour un partisan de Touvier pour tenter de savoir s'il est passé récemment dans le couvent. On est rentré. Il m'a fait visiter tout. Puis en discutant avec la sœur, elle croyait que j'étais du côté de Touvier. J'ai dit, mais pas monsieur Touvier aussi, qui était venu par là aussi, vous deux. Elle me dit, oui, venez voir sa chambre. Elle nous a fait monter voir la chambre. Il n'y était plus? Il n'y était plus. Bien sûr que non. Il s'était tiré, mais où? Les résistants s'activent, mais la police, que fait-elle? La vérité, c'est qu'elle cherche toujours Paul Touvier, mais sans trop de conviction. Elle s'intéresse notamment à des retraits réguliers d'argent effectués par sa femme sur un compte dans une banque de Chambéry. Jusqu'au 19 septembre 1984. Le 19 septembre 1984, énorme coup de théâtre. Une annonce paraît dans la rubrique nécrologique du Dauphiné libéré, le journal régional, et elle retient l'attention de la presse et de la police. C'est un avis de décès au nom d'un certain Paul Touvier. Info ou intox? La mort de Paul Touvier avec un immense point d'interrogation car elle n'a toujours pas été confirmée. L'ancien chef de la milice de Lyon serait mort si l'on en croit un avis de remerciement publié hier dans la rubrique nécrologique du Dauphiné libéré. Cela dit, il n'y a aucune preuve aujourd'hui de sa mort, ses frères et sœurs n'ont pas été avertis et le registre d'état civil de son lieu de naissance n'a pas été modifié. D'ailleurs, à Lyon comme à Chambéry, personne n'est dupe. C'était une manœuvre grossière pour tenter justement de dissuader à la fois les résistants qui le recherchaient et les services de police pour dire bon, l'affaire est enterrée puisque Touvier est enterré. Mais on s'est vite rendu compte que c'était une manœuvre, quoi. Au moment où paraît le faux avis de décès, ça fait 12 ans que Paul Touvier est en cavale. 12 ans qu'il a fui sa maison de Chambéry, menacé de mort par les résistants. Et ça fait 5 ans qu'il est inculpé de crimes contre l'humanité. La vérité, c'est qu'à aucun moment pendant toutes ces années, la police ne l'a vraiment cherché. Jusqu'à l'arrivée d'un juge qui va enfin lancer la traque. Fin 86, le juge Claude Grelier prend l'instruction en main. Il a la réputation d'être un magistrat déterminé. Et quand il ouvre le dossier Touvier, surprise. J'ai téléphoné à une gendarmerie et à un commissariat de police. J'ai demandé si parmi les mandats d'arrêt, il y avait bien celui concernant Paul Touvier. Et dans les deux cas, donc gendarmerie et police, réponse négative. On ne peut que s'interroger dans ces conditions. D'autant que pour le reste, le dossier d'enquête est quasiment vide. C'était vraiment trop, quoi. N'importe qui, à peu près normalement constitué, dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? On me prend pour un imbécile, donc voilà. » Claude Grelier a la conviction que Touvier est protégé. Mais par qui? Pour le savoir, il va s'intéresser à la grâce présidentielle de 71. Le magistrat découvre que Paul Touvier a bénéficié à l'époque de soutien surprenant. Son dossier de recours en grâce regorge de lettres élogieuses et d'attestations de moralité exemplaire signées de noms prestigieux venant des milieux politiques et ecclésiastiques. Un homme y est omniprésent, Monseigneur Charles Ducaire, secrétaire du cardinal de Lyon. À l'époque du recours en grâce, il vient d'être promu au Vatican. Ducaire va être quelqu'un qui va, d'une part, le mettre en contact avec d'autres ecclésiastiques, et puis être réellement la cheville ouvrière de cette espèce de comité de soutien formel qui se démène pour obtenir la grâce de Paul Touvier. Monseigneur Ducaire se voue à la réhabilitation. Ça devient, en quelque sorte, sa bonne action, son œuvre pie. Le juge Grelier découvre que derrière les fenêtres de l'archevêché, dans les années 60, une véritable opération de lobbying s'est organisée à partir de courriers, de sollicitations. Monseigneur Ducaire n'a pas hésité à jouer de son influence pour convaincre. Monsieur le Président de la République, au nom de la charité du Christ, voire de la justice, je me permets de vous demander la grâce de Monsieur Touvier. Avant la grâce présidentielle, en 70,
Le ministère de la Justice avait demandé à un policier de mener l'enquête. Jacques Delarue, commissaire de police, avait été très surpris par la présence dans le dossier de demande de grâce de lettres de soutien écrites par d'anciens résistants. Celle par exemple d'une certaine Madame Jean Blanc, qu'il avait cherché à rencontrer à l'époque. À sa place, j'ai vu arriver un monsieur. Et il m'a dit, voilà, monsieur, ma femme n'est pas venue parce que, en réalité, cette attestation est insincère. Elle a été faite sous la pression de Monseigneur Ducaire. Et ma femme regrette beaucoup de l'avoir faite. Et donc, elle n'a pas osé venir. Parce que c'est une attestation de complaisance. Toutes ces lettres sont faites pour faire plaisir à Monseigneur Ducaire et à rien d'autre. Le commissaire Delarue avait rendu un rapport extrêmement négatif à l'encontre de Paul Touvier. Mais Monseigneur Ducaire avait réussi à le doubler. Bon, Monseigneur Ducaire savait déjà à quoi s'en tenir, puisque je l'avais reçu dans mon bureau, que je l'avais entendu et que je lui avais dit ensuite ce que je pensais de Touvier. Je ne savais pas qu'en quittant mon bureau, il se rendait à l'Élysée. Henri Rousseau, quand Monseigneur Ducaire va plaider auprès de Pompidou la grâce pour Touvier, il le fait pourquoi? Parce qu'il a des sympathies pour le passé collabo de Touvier? Non, pas du tout. Ou par charité chrétienne? C'est pas quelque chose de politique au sens qu'il y a à voir avec une sympathie pour la Révolution nationale ou pour la collaboration. Ça, à mon avis, ça n'est pas l'élément clé. Ça a à voir avec l'idée qu'il est temps de pardonner, qu'il est temps de refermer les plaies. C'est exactement la position qu'aura Pompidou. C'est d'ailleurs pour ça que le dossier Ducaire, et l'argumentation que Ducaire va utiliser, c'est une argumentation qui sera entendue, et qui est entendue par Pompidou. Ils sont à peu près, je pense qu'ils sont à peu près sur une même position. Alors, le problème de Ducaire, c'est qu'il ne sait pas ou il ne voit pas les crimes réels qu'a commis Touvier. Il y a un élément qu'il ne voit pas, en tous les cas, et il n'est pas le seul à ne pas le voir à ce moment-là, puisque c'est un élément qui n'apparaît pas ni dans le dossier, ni même dans l'espace public de l'époque, c'est la responsabilité de Touvier à l'égard des Juifs. Mais comment un type comme Touvier, qui finalement est assez falot quand même, peut embrouiller comme ça un évêque? Pourquoi? Parce que je pense que c'est aussi le caractère falot du personnage qui joue. C'est-à-dire que probablement Monseigneur Ducaire, comme d'autres, ont vu en Touvier le pécheur. C'est-à-dire celui qui avait péché. C'est pas le grand pécheur, hein, c'est pas Darnan, hein, c'est pas le chef de la milice, c'est pas Pétain, c'est le pécheur qui est récupérable. Il y a une réconciliation possible, il faut tourner la page. Mais pour le juge Grelier, les protections de l'Église ne suffisent pas à expliquer la si longue cavale de Paul Touvier. Pourquoi, en 40 ans, la police n'a-t-elle pas réussi à l'interpeller? Et la surprise, le juge découvre qu'il a été arrêté en 1947, alors qu'il n'était en fuite que depuis 3 ans. Il a même été emmené dans les locaux des renseignements généraux, rue des Saussaies, à Paris, pour un long interrogatoire. Touvier se révèle être une parfaite balance. Touvier dénonce absolument tout le monde. Il dénonce des gens qu'il connaît, des gens même qu'il ne connaît pas, mais dont il connaît le prénom ou les initiales du nom. Il dénonce les gens qui l'ont caché. Il dénonce des curés, il dénonce... toute personne qui peut être dénoncée par Touvier l'est, dans un procès-verbal d'une dizaine de pages. Et le lendemain, Touvier prend son manteau sur le bras, ferme son veston et s'en va par les couloirs et par la grande porte de la rue des Saussaies. Touvier s'évade dans des circonstances qui, à ce jour, restent absolument inexpliquées. On peut penser que ces jours-là, il y a eu un marché entre Paul Touvier et les renseignements généraux. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le marché aurait été « tu es un petit poisson, tu as commis des crimes, mais tu ne nous intéresses pas. Tu peux par contre nous être utile comme informateur, comme indicateur. » Puis plus rien, personne ne s'intéresse à lui. Les années 50, c'est une période très particulière au regard de ce qui s'était passé pendant la guerre. On a plutôt tendance à oublier, on ne veut pas remuer ces vieilles choses. Personne ne s'intéresse à lui. Touvier peut donc reprendre une vie normale.
que fait Paul Touvier? Il va faire cette fameuse fuite immobile, il ne va pas se cacher dans la jungle en Amazonie, il va dès 1949 regagner le Clos des Charmettes, la maison de sa famille, avec sa famille, ses 2 enfants et sa femme, Monique Berthet, qu'elle a épousée d'ailleurs tout à fait illégalement puisque c'est un mariage religieux sans mariage civil, et il va donc se cacher dans la cave, ou enfin dans la cave, dans une chambre, on ne sait pas très bien, mais pendant 20 ans. Les Touvier, enfants compris, vivent ainsi, terrés, toujours sur leur garde, craignant en permanence d'être dénoncés ou reconnus. C'est un peu heureux, là. Il évoque sa fin finale, son exécution, les trous noirs des fusils tournés vers lui. Et cet homme a peur. Il ne sort plus il circule que la nuit. Il s'agit de ne pas être intercepté par un barrage. Touvier se cache et cherche parallèlement à trouver des soutiens. Il cultive ses amitiés au sein de l'église locale de Chambéry et gagne sa vie en effectuant de menus travaux de secrétariat pour des organisations religieuses. Il sait se faire apprécier et se crée des réseaux d'obligés. La façon dont il arrivait à embobiner les gens, à se faire plaindre, à retourner complètement la situation à son profit, en expliquant le calvaire qu'il vivait et qu'il faisait vivre à ses enfants, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est épouvantable. Mais très souvent, les gens étaient embobinés. Il avait ce talent-là. Le plus bel exemple, c'est Jacques Brel. Étrange rencontre en effet que celle du chanteur Jacques Brel et de l'ancien collaborateur Paul Touvier à l'issue d'un concert en 1959. Il dit, voilà, je m'appelle Paul Touvier, je suis condamné à mort, je suis en fuite. Et Brel, avec son côté anarchiste, son côté grand cœur, voit devant lui un homme qui est plutôt tout jeune, même s'il n'est pas encore vieux. Il a pitié. Et il discute, il se parle. Touvier, semble-t-il, évoque certaines bêtises qu'il a faites pendant la guerre, mais évidemment sans insister et sans trop dire ce qu'il a fait. Et Brel va le prendre sous son aile protectrice et en faire son homme de confiance pendant plusieurs années. C'est Brel d'ailleurs qui aidera Touvier à réaliser anonymement un surprenant disque d'éducation sexuelle à destination des enfants. L'amour et la vie est édité par Philips en 1967 et recevra d'ailleurs un bel accueil de la critique. Bref, la famille Touvier coule des jours presque tranquilles, cachée dans sa villa des Charmettes. Et de temps en temps, une fois par mois au début, puis une fois tous les 2 mois, puis 2 fois par an peut-être, la police, la gendarmerie viennent frapper à la porte, voient François Touvier, le père, et disent « On cherche votre fils, vous ne l'avez pas vu ?» « Ah non, dit François Touvier, je ne l'ai pas vu. » Fin de la discussion, la police, les gendarmes s'en vont, et Paul Touvier continue à lire ses journaux, lire ses livres, derrière la porte. Il aurait suffi de pousser la porte, et ce n'est pas une image, il aurait suffi de pousser la porte, et la cavale de Paul Touvier s'arrêtait. Aucun policier, aucun gendarme, pendant 20 ans, n'a jamais poussé cette porte. C'est assez étonnant. Le constat du juge Grelier est simple. La police n'a pas voulu arrêter Touvier. Ni avant la grâce présidentielle de 1971, alors qu'il était seulement caché derrière la porte de sa villa, ni depuis le scandale de la grâce et sa fuite. Dans le même temps, le juge constate qu'il n'existe pas le début d'une piste dans le dossier pour retrouver l'ancien chef de la milice de Lyon. Excédé, il décide donc de frapper fort. Fin 87, le magistrat retire l'enquête à la police judiciaire et confie la traque de Paul Touvier aux gendarmes. En parallèle, il informe le plus haut niveau de sa hiérarchie de ses soupçons. J'ai seulement dit au ministre, c'est la gendarmerie qui est saisie. Je savais à ce moment-là qu'il y avait, disons le mot, un traître parmi la police. Bon, voilà, donc le traître était désigné. Et le ministre le savait. L'enquête est désormais dirigée par le colonel Jean-Louis Recordon, chef de la section de recherche de Paris. Un homme passionné d'histoire et prêt à relever le défi. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que, effectivement, nous mettrions les moyens pour trouver et arrêter Paul Touvier et à le présenter à la justice. C'est ça ma mission, ça a été ça mon travail. Alors j'ai mis un peu mes tripes, j'ai mis ma conviction. La première étape est laborieuse. Tous les fichiers de l'administration de la sécurité sociale jusqu'au PTT sont passés au crible, à la recherche d'un signe de vie des Touvier, ou alors des Berthet, le nom de famille de sa femme.
On a cherché partout, nous n'avons trouvé aucune trace. Il n'avait pas d'existence légale. Il n'avait plus d'existence légale, ces braves gens. Donc, à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, pour moi, pour mes enquêteurs, il est évident qu'il y avait quelque chose. Il y avait donc quelqu'un qui avait organisé la clandestinité. Les gendarmes ne sont pas les seuls à se lancer à la poursuite du milicien. À Paris, dans les bureaux du Canard enchaîné, les journalistes mènent leur propre enquête. Il y a que dans la mafia qu'on arrive avec une organisation structurée, où on arrive à disparaître comme ça. Mais il disait, il faut forcément qu'il y ait des réseaux de soutien extrêmement puissants et organisés, parce que sans ça, c'est pas possible. D'autant que ça n'est pas une, mais 4 personnes qui ont disparu. Paul Touvier, sa femme et leurs 2 grands-enfants. Dans le dossier, les gendarmes cherchent donc un indice. Comment vit cette famille et qui peut l'aider? Voyant tous les ecclésiastiques qui tournaient autour de cette affaire, j'ai pensé qu'effectivement, Paul Touvier pouvait bénéficier d'un soutien de ce type. Et donc, la piste de l'Église était la piste qu'il fallait suivre si l'on voulait arriver à Paul Touvier. Le problème, c'était de savoir où. Et je me souviens d'avoir entendu un des enquêteurs, d'une façon un peu théâtrale, prendre l'annuaire de l'Église de France et me montrer ce gros bouquin et dire « Touvier est là-dedans, mais je ne sais pas à quelle page ». Les gendarmes s'intéressent rapidement aux catholiques intégristes, les fidèles de Monseigneur Lefebvre. Leur fief est à Écône, en Suisse. Et j'ai fait une sorte de rapprochement. J'ai dit Touvier, c'est l'extrême droite, etc. Les intégristes, politiquement parlant, se situent également un peu sur ce type d'échiquier. J'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les lefévristes et puis Touvier? Alors, c'est là où, un jour, j'ai fait le voyage pour aller au monastère de Monseigneur Lefebvre à Écône. J'y suis allé incognito. Mais les premiers contacts des gendarmes avec le monde ecclésiastique sont difficiles. C'est un milieu impénétrable, fermé, secret. Personne ne veut leur parler. Pour passer la porte des abbayes, les gendarmes vont donc ruser et se faire passer pour des pèlerins qui demandent l'hospitalité. Je passais à pied, donc c'était facile, je suis entré, on m'a accueilli comme je pense on accueille toutes les personnes un peu dans la détresse aussi peut-être, je sais pas. J'essaie de rencontrer le maximum de personnes, profiter des repas, profiter des offices religieux, essayer de parler sans trop dévoiler, sans trop être curieux non plus. Tous ces milieux sont relativement renfermés. Les gens sont peu bavards. Et puis chaque personne, c'est ce que je ressentais, chacun s'observait. Les moines sont discrets avec les étrangers. Et les gendarmes ne trouvent aucune trace de Paul Touvier. Un monastère les intéresse plus particulièrement. Celui de la Grande Chartreuse, près de Chambéry, la région de Touvier. Son père abbé, un certain Don Poisson, est l'un des plus fidèles soutiens de l'ancien collaborateur. Bien évidemment, on pouvait penser que Touvier pouvait avoir trouvé refuge dans ce monastère. Et un jour, bien évidemment, en accord avec le magistrat, nous avons décidé de mettre en place un dispositif de surveillance de la Grande Chartreuse. Car la Grande Chartreuse est un monastère qui cultive le secret.
entouré d'une zone de silence de plusieurs kilomètres, en pleine montagne. Il est impossible d'y pénétrer. Planqué dans la forêt, le lieutenant Bélanger observe les allées et venues. C'est impressionnant puisqu'on a on avait des murs tellement hauts qu'on n'avait aucune approche directe. Je dirais une forteresse religieuse. On a pris un télescope d'observation des astres pour rentrer dans les cellules où on espérait à un moment ou l'autre voir à travers les petites lucarnes apparaître la tête d'un vieil homme pouvant ressembler à Paul Touvier. En sachant que les dernières photos, nous, qu'on possédait, étaient de 1973. Donc c'était vraiment pas facile, mais on pouvait ajouter à ça la présence d'une femme et de deux personnes entre 30 et 35 ans qui pouvaient être les enfants. Donc si on avait réuni les 4 personnes, ça aurait pu être lui, quoi. Après 3 semaines de surveillance, toujours aucun signe de Touvier. Du côté de l'enquête du Canard enchaîné, en revanche, il y a du nouveau. Les journalistes ont récemment retrouvé des documents inédits sur les réseaux qui protègent l'ancien milicien. C'est un fatras absolument infernal. Il y a des lettres, des trucs, des coupures de presse, des documents divers, tout est en vrac. Et on voit toujours les ultra-catholiques, et notre attention est attirée par les Chevaliers de Notre-Dame, qui est une petite association, une secte un peu bizarre, qui a manifestement une culture d'un peu d'association secrète, avec comme emblème un espèce de chevalier avec une armure, et puis une croix palmée. Enfin bon, et tout ça est entouré un peu d'un décorum secret et un peu ridicule. Des gens qui se la racontent, qui croient encore que la guerre n'est pas tout à fait finie, et qui sont en plus des gens qui ont des relations dans l'Église, y compris de l'Église officielle. On va s'apercevoir que ces gens-là assurent le service d'ordre du chemin de croix dont l'archevêque de Paris, cardinal Lustiger, prend la tête. Il y a un service d'ordre avec des brassards, et ce sont ces gens-là. Parmi eux, le maître des chevaliers, un certain Jean-Pierre Lefebvre. Ancien Waffen-SS de la division Charlemagne, un Français volontairement engagé sous l'uniforme nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Hervé Liffrand, comme votre collègue Louis-Marie Aurault, vous êtes journaliste au Canard enchaîné et vous êtes à la recherche de Paul Touvier. J'imagine qu'à partir de ce moment-là, votre idée, c'est d'essayer de rencontrer les Chevaliers de Notre-Dame. Il y avait une adresse, j'ai écrit à l'adresse. J'ai demandé, est-ce que je peux vous voir? Mais tout à fait, c'est ouvert, venez. Tout le monde peut venir nous rencontrer. Nous sommes à Montmartre, tel jour, etc. C'est ouvert, ils ne demandaient rien. Alors la grande surprise, je vois des gars habillés comme des chevaliers du Moyen-Âge, d'autres comme des pages, avec vraiment tout le décorum de l'époque. Souvent, effectivement, il y avait quelques jeunes, mais beaucoup de très âgés. Et après, tous ces gens-là se sont retrouvés dans la sacristie, dans une maison religieuse qui est à côté de la basilique de Montmartre, pour parler. Et là, je suis tombé sur il y avait un gars qui semblait être le chef, qui s'appelle Jean-Pierre Lefebvre, et il se met à sortir ses histoires sur la guerre, sur comment il a sorti Paul Touvier de l'abbaye de Hautecombe, dans le coffre de sa voiture. Il raconte que Klaus Barbie est une pauvre victime de la justice française. Il se met à sortir tout ça, mais c'est absolument hallucinant. Et vous ne savez pas qui c'est à ce moment-là? Je ne sais pas vraiment qui c'est. Je sais que c'est un des chefs des chevaliers. Et puis un peu plus tard, je m'en vais, et une personne à peu près aussi âgée que Jean-Pierre Lefebvre s'en va aussi. Et on devise en allant vers le métro. Et ce monsieur m'explique que Jean-Pierre Lefebvre, comme lui, sont des anciens de la Waffen-SS, engagés donc dans la division Charlemagne et ont combattu sur le front de l'Est avec les nazis. À la suite de cette enquête, vous avez la certitude que ces gens-là, les Chevaliers de Notre-Dame, ont aidé Touvier il y a quelques années,
Est-ce que vous êtes sûr qu'il continue de l'aider? On est sûr qu'il continue de l'aider à ce moment-là. Parce qu'il parle de lui au présent? Il parle de lui au présent. Jean-Pierre Lefebvre, alors bien évidemment, je ne vais pas dire mais où il se cache aujourd'hui. Ça, ouais. Bon, là, ça, bon, je doute que j'aurais eu la réponse, et puis là, il se serait vraiment méfié. Mais c'est clair à ce moment-là qu'ils savent où il est, qu'ils le protègent et qu'ils continuent à le protéger. Avant de publier leur article, les journalistes du Canard enchaîné décident de confronter leurs informations avec celles des gendarmes. Laureau du Canard enchaîné me téléphone. Je vais publier un article sur les Chevaliers Notre-Dame. Je sais que vous êtes en train d'enquêter dessus. Est-ce que c'est bien le réseau de soutien de Paul Touvier? C'était le coup de massue sur la tête, la douche écossaise. Quelques secondes de silence. Je lui dis, mais monsieur, écoutez, attendez, qu'est-ce que vous me racontez? On s'est aperçu qu'en réalité, de ce côté-là, ils savaient que c'était du côté des catholiques qu'il fallait chercher, que c'était dans ces milieux ultras, mais le fil leur manquait. Le colonel, qui travaille depuis des mois dans la plus grande discrétion, craint que les révélations du Canard enchaîné ne donnent l'alerte à Touvier et à son entourage. Puis vous, est-ce que vous pouvez différer la publication de votre article? Laissez-moi une quinzaine de jours. Il a dit, mais si vous publiez ça, ça va nous gêner beaucoup. Bon, c'est pas dans les usages du Canard de négocier avec la gendarmerie de la place et de la date de l'apparition d'un article. Les journalistes du Canard enchaîné ont l'intention de sortir leur papier dans 10 jours. Grâce à eux, les gendarmes ont maintenant des noms et des adresses précises. Le fondateur des Chevaliers de Notre-Dame, dont Gérard Lafont, père abbé à l'abbaye de Visques dans le Pas-de-Calais, et Jean-Pierre Lefebvre, patron des Chevaliers de Paris. Avant la sortie du Canard, les gendarmes ont donc une grosse semaine devant eux. Jean-Louis Recordon décide de mettre les membres de l'ordre des Chevaliers sur écoute. Donc rue de Berne, dans le sous-sol, il y avait un local qu'on avait aménagé, où on avait toutes les tables d'écoute nécessaires. Et donc, en direct, avec des instructions, de jour comme de nuit, vous réveillez tout le monde, et tout le monde sur le pont, et là, on part. Là où il faut partir, on part. L'article du Canard enchaîné doit sortir en kiosque le mercredi 15 mars 89. Et la veille, dans les sous-sols de la gendarmerie, ça bouge. Le mardi à 17h, conversation téléphonique entre certaines personnes qui étaient sur écoute, disant « Il y a un article qui concerne Paul dans le Canard enchaîné de demain. Il faut qu'on se serre les coudes, on ne peut pas laisser tomber Paul, il faut qu'on réagisse. » Alors pour moi, j'ai su immédiatement qu'il y avait quelqu'un de bien placé qui effectivement était dans le réseau de soutien de Paul Touvier. Qui donc peut connaître l'existence de l'article avant même la parution du Canard? Les renseignements généraux peut-être, qui ont des copies du journal dès sa sortie des rotatives, le mardi. Donc dès ce moment-là, on voit, que la filière fonctionne, et deux, qu'elle a des soutiens, y compris à la préfecture de police. Le 6 janvier 89, le juge Grelier a quitté Chambéry. Un nouveau juge, Jean-Pierre Getty, reprend le dossier. Lorsque paraît cet article du Canard enchaîné, quel effet ça a sur votre enquête? Je ne l'ai pas vécu comme une gêne. Au contraire, je l'ai vécu comme un élément détonateur d'une situation qui était quand même relativement bloquée, puisque l'enquête, depuis de nombreuses années, n'avait pas évolué, c'est moins qu'on puisse dire, et que je me suis dit, peut-être que par ce biais-là, les choses vont bouger. Mais en même temps, c'est aussi la sortie de l'article qui peut faire en sorte que Paul Touvier sorte des réseaux des Chevaliers de Notre-Dame et il se planquer ailleurs. Et de toute façon, c'était un risque à prendre. Nous avions d'ailleurs pris d'autres risques préalablement, sachant que si nous étions repérés dans nos investigations et nos objectifs, effectivement, Touvier, qui était déjà passablement dans la clandestinité, pouvait encore plus assurer cette clandestinité et sa protection. Ça veut dire que le jour où le papier du Canard sort, le mercredi matin, tous les protagonistes des Chevaliers de Notre-Dame sont sur écoute. Les principaux.
Oui, absolument, absolument. Et c'est par l'enregistrement des conversations qu'on a appris qu'à un moment donné, il y avait des conversations qui étaient susceptibles de se rapporter à Touvier parce que les propos étaient codés, n'étaient pas explicites pour des gens qui n'étaient pas dans l'environnement immédiat, et que par conséquent, il nous a semblé effectivement que ces personnes étaient susceptibles d'être en rapport avec Touvier. Et pourquoi vous n'agissez pas tout de suite après l'apparition de l'article, descente immédiate, vous envoyez les gendarmes descendre dans les monastères? Au démarrage, lorsque nous avons les premiers éléments, nous n'avions pas suffisamment de certitude pour pouvoir engager d'autres actes d'investigation. Le remède aurait pu être pire que le mal, Absolument, quoi. Absolument. 2 mois plus tard, le 22 mai 89, les gendarmes lancent l'assaut. Premier objectif, l'abbaye Saint-Pierre de Visques dans le Pas-de-Calais, le fief du fondateur des Chevaliers de Notre-Dame, dont Lafont. Perquisition, mise en garde à vue de don Gérard Lafont, qui prend assez mal la chose. Voir débarquer les Pandores dans un monastère, c'est pas très plaisant. Bon, d'un air de défi, Lafont dit de toute façon c'est déjà trop tard, vous ne le retrouverez pas, il est loin d'ici, etc. Après interrogatoire, don Lafont finit par lâcher un nom, celui de Jean-Pierre Lefebvre. Les gendarmes repartent donc direction Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Là, ils encerclent et perquisitionnent la villa du maître des Chevaliers de Notre-Dame. Dans la maison, les enquêteurs trouvent surtout ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, la preuve d'un lien entre l'ancien SS Lefebvre et Paul Touvier. Dans les dossiers, ils découvrent que depuis des années, l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame finance la famille Touvier à hauteur de 3 000 francs par mois. Et pour lui faire parvenir cette somme, Lefebvre doit bien avoir une adresse. Et là, décision, garde à vue pour Jean-Pierre Lefebvre, qui est ramené dans nos bureaux, donc de la rue de Béarn. Il était drapé dans sa dignité, sûr de lui, nous n'étions que de la valtaille et des suppôts du pouvoir ou de je ne sais pas trop quoi. Donc je sais, on ne tirera rien de ce type-là. Et alors c'est là où je lui dis, écoutez, je sais qu'actuellement Touvier, il y a des gens qui le cherchent. Moi, si je le trouve, je lui notifie un mandat d'arrêt et je l'emmène chez le juge. Puis après Touvier, il a son avocat et il discute avec le juge. Par contre, ceux qui sont en train de lui courir après, eux, il y a une justice qu'ils veulent. Elle sera beaucoup plus expéditive. Et là, si vous voulez, c'est là où il y a eu le déclic. C'est là où il y a eu le déclic. Et il a dit, ça se passe rue Le Courbe à Paris, chez Geneviève. Et nous voilà partis, toute sirène hurlante, rue Le Courbe à Paris. On gravit les étages et on sonne. Et elle non plus dit ne pas savoir où se trouve la famille Touvier. Alors là, elle voulait son confesseur. Elle voulait parler, parce que bien évidemment, elle avait des problèmes moraux, ce que je peux parfaitement comprendre. Elle ne voulait pas dénoncer. Et puis, bien évidemment, au bout d'un moment, elle nous lâche le nom d'un ancien officier donc de Versailles. Alors, elle ne nous donne pas trop d'explications. Elle dit, moi, je remets de l'argent, une certaine somme d'argent, tous les mois, dans une enveloppe, à cette personne, etc. Les 3 000 francs destinés à Paul Touvier transitent donc par la main de cette femme, direction Versailles. Et chez l'officier versaillais, c'est le même scénario. Lui non plus ne sait rien de la cachette actuelle de Paul Touvier. Il ne connaît que l'adresse à laquelle il fait parvenir l'argent destiné à l'ancien collaborateur, un monastère près de Châteauroux. C'est un véritable jeu de piste. Touvier n'a pas oublié les méthodes de la milice. On n'avait pas affaire à un malfaiteur qui fuit en avant, dans une course éperdue. On avait à quelqu'un qui raisonnait son problème, qui raisonnait ses protections. Un des grands principes du renseignement, mais ça c'est vieux comme le monde, c'est de cloisonner les contacts de façon à ce que si un réseau tombe, si un élément tombe, on ne puisse pas faire le lien avec l'extérieur. Donc Jean-Pierre Lefebvre, il connaissait Geneviève. Il remettait tous les mois cette enveloppe. Les gens de Versailles ne les connaissaient pas. Et comme ils ne connaissaient pas tout le réseau de monastères.
La dernière adresse donnée aux gendarmes par l'officier versaillais est un Carmel de Bonne Sœur, à Saint-Michel-en-Brenne, dans la région de Châteauroux. Un couvent de la mouvance de Monseigneur Lefebvre, la Fraternité de Saint-Pie-X. Le colonel de gendarmerie locale me dit, vous savez, c'est un Carmel, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, c'est interdit. Je lui dis, écoutez, moi, peut-être, je fais une commission rogatoire, j'ai un mandat d'arrêt. Je lui dis, moi, il est applicable dans tout lieu. Je ne connais pas de lieu interdit, donc les églises ne sont plus des lieux de protection, etc. Il faut me verrouiller tous les accès, je veux une protection tout autour, hein, et puis nous, on investit le Carmel. 19h le soir, frappe à la porte du Carmel. Alors évidemment, quand la mère supérieure nous a vus arriver, que je lui ai dit que je venais faire une perquisition, surprise. Les 40 gendarmes fouillent chaque recoin, chaque cellule du monastère. Et pendant ce temps, le colonel Recordon, lui, se charge d'interroger l'aumônier, pas très causant. Je lui fais notifier, pour gagner du temps, une mesure de garde à vue, comme ça, pour qu'il comprenne bien que maintenant, on allait travailler, commencer à travailler sérieusement, et qu'on n'était pas venu ici uniquement en touriste. Et donc, rien à sortir de ce type-là. Quand soudain, dans l'un des pavillons du monastère, les gendarmes découvrent 2 valises au nom de Paul Lacroix. Je dis, au fait, c'est à vous, l'abbé, c'est mal? Je ne connais pas. Ben, j'ai dit, il avait marqué dessus Lacroix. Je dis, Monsieur Lacroix, qui est Monsieur Lacroix? Je ne connais pas. Alors j'ai préféré qu'on parle de Paul Touvier. Moi, je savais que c'était un des pseudos de Touvier. Alors là, il accuse le coup. Je fais ouvrir les malles. La première chose, en ouvrant la première malle, on trouve une croix de fer de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je peux vous dire, et puis un de mes gars commence à gratter un petit peu, Touvier, Paul Touvier, etc. Donc, on venait de mettre la main sur 2 des malles des archives de Paul Touvier. L'aumônier, c'est forcément quelque chose. Alors, je le vois, il se trémoussait, le pauvre gars, il ne savait pas trop. Puis, au bout d'un moment, il me dit, écoutez, ils ont quitté Mazières-en-Brenne, il y avait 48 heures. Ils sont maintenant au prieuré Saint-Joseph à Nice. La soirée est déjà bien avancée. Et Nice est à plus de 800 km. 2 jours se sont écoulés depuis le début des opérations et les gendarmes craignent que Touvier soit prévenu de leur arrivée. Je leur dis maintenant, les gars, il n'y a pas 36 solutions. Et nous voilà partis. Alors on a quitté Mazières-en-Brenne, il était minuit. De sa voiture, le colonel Recordon appelle ses collègues niçois pour placer le prieuré sous haute surveillance. Je dis, tu laisses rentrer dans le monastère, tout ce qui rentre, ça rentre. Mais tout ce qui sort, tu interpelles, garde à vue, garde à vue, garde à vue. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit, j'ai un mandat d'arrêt. Je dis, je t'assure que c'est béton et je peux te dire que cette affaire va faire du bruit quand elle va sortir, quand demain, si je trouve ce que je trouve, ça va faire du bruit. Et on a traversé la France. J'ai traversé la France en conduisant cette 305 diesel comme un malade. Épuisée, l'équipe de gendarmes arrive à l'aube du 24 mai 89 sur la promenade des Anglais. Le prieuré Saint-Joseph est niché en plein cœur de Nice, caché derrière de hauts murs. Il est réputé intégriste et très conservateur. Les gendarmes ont encerclé tous les bâtiments et ils attendent. À 8h30, ils frappent à la porte. Il y a un jeune abbé qui vient me répondre. Alors le gars il commence à me dire non, vous pouvez pas rentrer, le responsable n'est pas là, revenez un peu plus tard. Alors comme j'avais prévu le coup, je lui dis non, il est hors de question et il essaye de fermer la porte.
mais j'avais mis tout de suite le pied dans l'entrebâillement de la porte, ce qui fait qu'il ne peut pas fermer la porte. Un petit coup d'épaule sec, on ouvre la porte, etc. Et là, il commet l'erreur, mais bon, de toute façon, c'était joué cette fois. À ce niveau-là, c'était joué. Je le vois qui lève les yeux en haut. Et je dis aux gens, l'étage, tout de suite l'étage. Jean-Louis Recordon et son adjoint Philippe Maty se précipitent dans l'escalier. Maty avait une longueur d'avance devant moi et il ouvrait les portes. Bon, apparemment, il n'y avait rien qui passait. Et à un moment donné, il ouvre une porte et là, il se fige. Et là, qu'est-ce que je vois? Au pied du lit, en pyjama, Paul Touvier, qui était là, immobile. Je crois qu'il avait la brosse à dents à la main. Touvier s'est pétrifié. Il était figé au pied de ce lit. Il ne bougeait plus. Il était là, les mains quasiment en avant avec la brosse à dents. Et j'ai eu peur qu'il me fasse une crise cardiaque et qu'il me claque dans les mains au moment où je l'arrêtais. Alors je lui ai dit, écoutez, monsieur Touvier, asseyez-vous. C'est la gendarmerie, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en état d'arrestation. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. La fin de 40 années de cavale. Les journalistes attendent déjà Touvier à sa sortie du prieuré. Paul Touvier, vous regrettez? Paul Touvier a 74 ans. Il est conduit vers l'aéroport de Nice pour être incarcéré à Fresnes, en région parisienne. Au moment de l'arrestation de Touvier par le gendarme Recordon, vous avez l'affaire en main depuis 3 mois. Et cette première rencontre, ce premier face-à-face avec un homme, j'imagine que vous aviez très envie de le voir. Bien entendu, je ne savais pas du tout quelle allure il pouvait avoir. Et d'entrée de jeu, Touvier a contesté toute participation et implication dans les crimes qui lui étaient reprochés. Qu'est-ce qu'il dit par exemple au sujet de Rieux-la-Pape, puisque c'est là que se trouve le crime contre l'humanité constitué? Monsieur Touvier ne s'explique pas comme ça d'entrée de jeu en disant c'est vrai, c'est faux. Touvier finit par admettre avoir désigné 7 juifs arrêtés et détenus dans les locaux de la milice Impasse Catelin à Lyon. Et en contrepartie, il dit, puisque la demande était de 100 otages, j'en ai sauvé 93. Bon, voilà le système de défense qu'a opposé Touvier dans un contexte bien sûr bien plus détaillé, bien plus expliqué que je ne peux le faire actuellement. Est-ce que, face à la réalité de ces 7 exécutions dont il est responsable, vous ressentez chez lui quelque chose qui est du domaine du regret? Non. Non, non, non. Il fallait le faire. Non. Oui, absolument. Je crois qu'il a joué. Il avait une responsabilité. Il était à un poste important à ce moment-là. Il a assumé sa responsabilité. Je n'ai pas senti ni entendu de regret de sa part. L'arrestation de Paul Touvier dans un prieuré catholique intégriste provoque un énorme scandale. Une polémique qui éclabousse l'Église tout entière. Comment des ecclésiastiques en sont-ils venus à aider un collaborateur recherché pour crime contre l'humanité? Les responsables des abbayes savaient-ils vraiment qui était l'homme qu'ils hébergeaient? Les médias s'emballent. Mais les hommes d'église, eux, restent muets. À l'abbaye de Visques, c'est porte close. Quand on dit que le père Lafont a protégé ce Paul Touvier, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me suis dit, je ne suis pas au courant de ça. Absolument pas. On peut voir le père Lafont? Et je vous dis, il ne reçoit personne. Mais exceptionnellement, il peut nous recevoir. Non, surtout exceptionnellement. Hein. Au prieuré Saint-Joseph, à Nice, la messe de l'abbé Moulin tient lieu de conférence de presse. En demeurant fidèle à la loi de charité, je n'ai fait que mon strict devoir de prêtre catholique. Quelle était la part de la charité? Quelle était la part de la complicité? Quelle était la part de l'approbation idéologique?
C'est le cardinal de Lyon, monseigneur de Courtrai, qui le premier va réagir aux accusations. Son archevêché a été mis directement en cause pour avoir aidé Touvier dans les années 60. Je préfère que les torts soient clairement établis, parce qu'alors on peut savoir de quoi on doit se repentir, à qui demander pardon, plutôt qu'une innocence suspecte. On dit des tas de choses qui ne tiennent pas debout, j'en suis sûr. Il y en a d'autres qui sont vraies, mais nous le regrettons. Je suis persuadé que l'Église est beaucoup moins éclaboussée, beaucoup moins par la vérité que par les rumeurs. Donc qu'on fasse la vérité. Le cardinal décide donc d'ouvrir les archives de l'archevêché à une commission d'enquête. C'est une grande première. Cette commission est dirigée par l'historien René Raymond et elle est censée faire la lumière sur les rapports entre Paul Touvier et l'Église. Les soutiens les plus évidents sont chez les intégristes chez qui Touvier a été arrêté. Assaillis par les caméras et les journalistes, ils s'enferrent dans leur certitude. Les fidèles de Monseigneur Lefebvre sont-ils troublés? Réponse. Merde. C'est pas poli. Eh ben tant pis. Toute la saloperie élyséenne. Il n'y a pas assez de désinfectants. C'est dépassé, écoutez, 40 ans après, c'est ridicule. Vous avez des résistants qui ont commis des assassinats et des meurtres, qui auraient besoin d'être arrêtés aussi. Cette fraction de l'opinion publique qui reste attachée à une idéologie pas seulement conservatrice, réactionnaire. Ceux-là, pour eux, au fond, sont pas loin de penser que Touvier est un martyr, qu'il a souffert pour leurs idées. Mais il n'y a pas que chez les extrémistes que l'ancien criminel de guerre a été reçu, logé et nourri. La commission d'enquête tente de retracer la route de Paul Touvier dans les monastères français. À l'abbaye bénédictine de Solesmes, par exemple, le père hôtelier Louis Soltner a rencontré la famille Touvier au début des années 70. Le premier mot qu'il m'a dit, je me souviens de sa première parole, je m'appelle Paul Touvier. Ah, tout de suite, je m'appelle Paul Touvier. Ça m'a rappelé quelque chose d'ancien, j'avais dû entendre ce nom-là, mais je ne savais pas, vous voyez. Voilà. Donc, il vous a expliqué? Ah oui, il m'a expliqué tout de suite. Tout de suite. Non, il n'a pas caché. Selon la tradition d'hospitalité chrétienne, la famille Touvier a été régulièrement reçue ici, dans des bâtiments destinés à accueillir les pèlerins pour des retraites mystiques ou des gens dans le besoin. Il y a aussi un argument très fort que Touvier a. Touvier se déplace avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants, qui sont des adultes à ce moment-là. Mais Touvier aura tendance à dire « Moi, vous pouvez me jeter dehors, mais ma famille, qu'est-ce que vous allez en faire ?» C'est son personnage, toujours caché derrière les autres, toujours n'assumant jamais, et éternel fugitif et éternel innocent, bien sûr, éternelle victime. Un an plus tard, les historiens enquêteurs rendent leurs conclusions sur l'implication de l'Église dans l'affaire Touvier lors d'une conférence de presse. Le rapport est plutôt charitable. Il est bien clair qu'à aucun moment, l'Église, au singulier, comme institution ou comme corps social, n'est intervenue. Il n'y a pas eu de stratégie d'Église, il n'y a pas eu de délibération. Pas de stratégie. En revanche, la commission révèle de nombreuses implications à titre individuel. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ecclésiastiques, et même plus qu'on ne savait. Vous verrez un certain nombre de noms qu'on ne s'attendait pas à trouver. Des catholiques intégristes ont sans doute aidé Touvier par conviction, les autres par charité chrétienne. Ces religieux vivent un peu en dehors du siècle et considèrent que par conséquent, la justice des hommes, ça ne les concerne pas. Et que la justice des dieux, c'est autre chose. Et donc, ils ne veulent pas le savoir, ou ils pensent que de toute façon, ils ne sont pas liés par la justice des hommes. Des prêtres ont caché, planqué Touvier en cavale. Ça, normalement, ça vaut une mise en examen, à l'époque une inculpation, pour complicité. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi?
Il nous a semblé, je pense, à l'époque, que l'essentiel du problème était principalement la responsabilité de Touvier dans les crimes qui lui étaient reprochés. C'était des crimes d'une gravité évidente et qu'il n'était peut-être pas souhaitable d'engager des poursuites accessoires qui auraient pu, à certaine façon, altérer la gravité des actes reprochés à Touvier par des actions un peu périphériques et secondaires. Et puis il y a les fameuses protections policières, parce que vous avez beaucoup insisté sur le rôle des gendarmes, mais ce qui s'est dit tout au long de l'enquête, c'est que pendant longtemps, l'enquête a été confiée à la police et qu'ils ne l'ont jamais vraiment cherché, et de toute façon, ils ne l'ont pas arrêté. Est-ce que, à la fin de votre enquête, vous avez pu établir qu'il y avait vraiment des protections policières autour de Touvier? Non. Non. On peut estimer qu'il peut y avoir dans l'esprit des enquêteurs policiers une certaine sympathie qui peut s'exercer encore à l'encontre de Touvier, compte tenu de ce que la police peut avoir encore comme membre du personnel qui a pu connaître la période concernée, et que par conséquent, il n'y a pas eu un enthousiasme fou pour essayer de retrouver Touvier et de faire les investigations qui étaient justifiées à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'est plus une question de laisser faire, de laisser aller, d'absence de motivation qui peuvent expliquer que ces enquêtes n'aient pas abouti lorsqu'elles étaient diligentées à l'origine. Dominique, finalement, qu'en est-il de ces policiers qui auraient, en quelque sorte, couvert la cavale de Touvier? Alors, ceux qui ont eu à connaître de cette affaire, notamment les deux juges d'instruction, ont des points de vue différents. Le juge Getty dit, lui, Touvier n'a pas été protégé par la police à ma connaissance. Le juge Grelier dit, lui, j'ai quand même des doutes. Alors, une rumeur a couru, après l'arrestation de Touvier, sur la présence au sein des renseignements généraux, ça n'est qu'une rumeur, d'un policier qui aurait fait partie de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame, ceux qui protégeaient Touvier. Ça n'a jamais été établi. Maintenant, pour ce qui est certain, en 1947, quand Touvier ressort du ministère de l'Intérieur rue des Saussets, il a dû quand même bénéficier d'une aide des policiers parce qu'on ne sort pas comme ça du ministère de l'Intérieur. Alors, certains pensent qu'après, il était redevable et qu'il a peut-être fourni des renseignements à la police. Échange d'informations, classique. Ce qui est certain aussi, c'est qu'après son arrestation, on va découvrir dans ses malles, c'est un maniaque qui note tout, on va découvrir ses petits carnets. Et sur l'un de ces carnets, il a écrit, en 1960, il parle d'un rendez-vous qu'il a eu dans le cabinet de son avocat avec un commissaire DRG qui s'appelle le commissaire Caille. En fait, Touvier explique que ce commissaire voulait lui proposer un deal, c'est-à-dire il cherchait des informations sur des gens de l'OAS qui étaient en cavale. Peut-être pensait-il que Touvier, lui aussi en cavale, allait pouvoir rencontrer ces gens de l'OAS et lui fournir des informations. Touvier dit « j'ai refusé ». Troisième élément, il apprend la publication sur la liste de cessation de recherche numéro 783 du ministère de l'Intérieur de son nom. C'est-à-dire qu'il apprend qu'il n'est plus recherché, que les recherches le concernant ont cessé. Il a même le numéro de la note 783. Alors qui peut lui fournir un renseignement pareil, sinon un policier? En tout cas, ce n'est pas son avocat, pas quelqu'un de son entourage, ça ne peut être qu'un flic. Arrêté en mai 89, Paul Touvier va passer 2 ans en détention préventive. 2 ans pendant lesquels ses avocats vont déposer plusieurs demandes de remise en liberté. Et le 11 juillet 91, Touvier a gagné, il est libre en attendant son procès. Reste une question. Touvier peut-il être jugé? Ou alors ses crimes sont-ils prescrits? C'est la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris qui doit trancher. Touvier est un vieil homme. Il a 77 ans. Il est malade. Il va peut-être devoir retourner en prison. Le 13 avril 92, les juges annoncent leur décision. Il n'y aura pas de procès Touvier. La Cour vient de prononcer un non-lieu en faveur de Touvier. Cela fera vraisemblablement plaisir aux victimes des tortionnaires français collaborateurs des nazis. Non-lieu total. Non-lieu total.
La Cour d'appel de Paris a estimé au terme d'un arrêt de 215 pages qu'il n'y avait pas de charge suffisante contre l'ancien chef des renseignements de la milice lyonnaise. Paul Touvier est libre. C'est le scandale. La décision de non-lieu provoque la colère dans la rue. Voilà mon numéro. Tenez, on est mort une deuxième fois aujourd'hui. Voilà ce qui nous reste de numéro. C'est l'indignation jusqu'à l'Assemblée nationale. Je sollicite de notre Assemblée le silence. Mais 9 mois plus tard, la Cour de cassation annule le non-lieu. Et le 3 juin 1993, la Cour de Versailles renvoie Touvier devant les assises pour complicité de crimes contre l'humanité dans l'affaire des 7 juifs assassinés près du cimetière de Rieux-la-Pape. Un procès historique s'ouvre donc à Versailles le 17 mars 1994. Paul Touvier est le premier Français jugé pour crimes contre l'humanité. La salle d'audience est comble. Les familles de victimes attendent ce moment depuis longtemps. Enfin. J'allais dire enfin. Enfin, ça fait 50 ans qu'on attend ce procès. À procès exceptionnel, images exceptionnelles. Les audiences sont filmées pour l'histoire. Sur le banc des parties civiles, pas moins de 37 avocats. Aux commandes, le juge Boulard. En face, dans le box cerné d'une cage de verre, on attend l'accusé. Un vieil homme de 79 ans, à l'allure d'un petit retraité ordinaire, avec un masque de cire. Accusé, veuillez vous lever. Quels sont vos noms, prénoms? Touvier, Paul, Claude-Marie. Un petit monsieur, falot, sans personnalité, transparent. Et c'est toujours très impressionnant de voir des accusés dans les cours d'assises, certains accusés, qui dégagent une sorte de vide et en même temps dont on sait qu'ils sont capables d'une activité criminelle terrifiante. On n'avait pas le chef de guerre dans le box. Hein. C'est vraiment le petit mec. On voulait le voir, on voulait l'entendre, mais il n'a rien à dire. Vous êtes le chef, vous êtes l'organisateur, c'est vous qui avez transmis les instructions, c'est pas les exécutants. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je ne me rappelle pas. Paul Touvier a la mémoire sélective. Il nie tout. La torture, ses responsabilités. L'essentiel du débat consiste à retracer son rôle dans l'affaire de Rieux. Qui a choisi les 7 juifs? Qui a donné l'ordre de les fusiller? Il n'y a qu'une chose qu'il a reconnue, c'est Rieux. Non seulement il l'a reconnu, mais il l'a revendiqué. Moi, ma ligne, c'était de dire vous n'avez rien contre lui que ce qu'il a dit lui-même. C'est indigne comme procédé. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Et donc, si c'est un crime, c'est prescrit depuis longtemps. Et bon, laissez les morts enterrer les morts, c'est fini. D'après la défense, Paul Touvier a bien supervisé l'affaire de Rieux. Mais il en aurait profité pour sauver des vies. 23 juifs. Le juge, lui, n'est pas convaincu. Quand vous dites que vous avez sauvé 23 personnes, oui. Comment peut-on vous croire? Comment peut-on vous croire? Où étaient-ils ces 23 que vous avez sauvés? Où étaient-ils? Vous avez eu du mal à en trouver 7. Dénégation, bafouille et silence. La lecture de son journal intime à l'audience trouble encore plus Paul Touvier, un petit cahier vert qui le trahit. Du 21 avril 1985. C'était un amusement. Un amusement.
Pourquoi vous dites que c'est un amusement? Parce qu'il y a de tout là-dedans. Oui. Vous savez peut-être qu'il y a des choses qui vont vous gêner. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Dimanche 18 mai, 19h, le magazine de la semaine 7 sur 7. Présenté en alternance par Anne Sinclair et Jean Lanzy. Le grand témoin, Elisabeth Badinter. Alors, en marge, vous avez Femme Badinter. Et en travers, Ordures juives, TF1. Vous avez dit tout à l'heure que c'était des plaisanteries. Est-ce que vous ne continueriez pas à nourrir des sentiments quand même antisémites, là? Oh non, c'est un accro. C'est un accro, et pardon, je vous en prie, un peu de silence. André Frossard était traité de sinistre commerçant juif. C'est ça qui est important. Comme je l'ai déjà dit, l'idéologie restait intacte. Une idéologie fondée sur le mépris de la personne humaine. Voilà un type qui, 40 ans après, continuait à vomir une sorte d'antisémitisme d'une violence rare. La salle est accablée, d'autant que pas un mot d'excuse ne sortira de la bouche de Paul Touvier. Je crois honnêtement qu'il pensait, et moi aussi je le pensais, je n'ai pas à demander pardon à ces gens-là. À ces gens-là, c'est-à-dire à la justice, c'est-à-dire même au parti civil. Je n'ai pas à demander pardon. Et à ce moment-là, bien que les faits fussent éloignés, et bien que ce fût un vieillard misérable qui était dans le box, dans sa cage vitrée, c'est vrai que sur le plan moral, il méritait tout à fait que l'on ait continué à le poursuivre et qu'on le jugeât même 50 ans après les faits. 20 avril 1994, le verdict tombe. Réclusion à perpétuité. Il est le premier Français condamné pour crime contre l'humanité. Quand vous le voyez à la télévision, là, dans son box, derrière sa vitre, vous avez de la haine ou de la pitié pour lui? Les deux à la fois, je vous dirais. Les deux à la fois. Est-ce qu'il s'est, d'une manière ou d'une autre, excusé? Jamais. Pas un mot? Pas un mot, jamais. Il dit aussi j'ai tout oublié. Bon, en même temps, il est vieux. Écoutez, on oublie certaines choses, c'est vrai. Hein? J'ai 83 ans. Il y a des choses qu'on arrive à oublier. Mais pas ça. Allons. On oublie les noms des fois. Des fois, j'ai du mal à me rappeler les noms de certaines personnes. Mais on n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oublie pas les tortures qu'on a eues, on n'oublie pas ce qu'on a fait aux autres, on n'oublie pas ce qui s'est passé par la suite. C'est pas possible. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Oui. Vous êtes soulagé de ça? Oui, quand même. Je veux dire, enfin, il y a une justice payée, parce que je pense quand même, j'ai eu 17 copains qui sont morts. 17 bons copains. Voyez-vous, à l'heure actuelle, avec 17 de vos amis, et que 2 ans après, vous en avez 17 qui sont morts, ou en camp de concentration, ou fusillés, ou torturés, ou abattus en combat, vous ne pouvez pas l'oublier, ça. Donc pour eux, vous êtes heureux de le voir partir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Paul Touvier quitte la salle des assises de Versailles. Il est incarcéré à Fresnes. Il a 79 ans. Il meurt à Fresnes 2 ans plus tard, le 17 juillet 1996. Et à son enterrement, l'abbé Philippe Laguérie, qui est un fidèle de Monseigneur Lefebvre, évoque son âme délicate, sensible et nuancée.